Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'exaspération des populations qui empruntent l'axe routier Ezeka-Ngoumou, long de 100 km, censé être réalisé et achevé depuis près de 2 ans. Malgré le déblocage de l'argent pour la réalisation des travaux, presque rien n'a été fait jusqu'ici. Le gouvernement a été contraint de mobiliser de nouveaux financements dans le but de parachever la construction de cette route. Pendant ce temps, les populations se plaignent. Elles ont du mal à écouler leurs produits agricoles et s'interrogent sur le contrôle et le suivi des exécutions des marchés publics. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. L'autonomisation des femmes est loin d'être une réalité dans les sphères de développement social et politique au Cameroun. Et la pandémie a exposé des femmes à la pauvreté, au chômage et aux difficultés économiques. La Commission des droits de l'homme exprime son inquiétude et interpelle le gouvernement sur le manque de promotion des femmes au Cameroun. Pourtant, certaines d'entre elles se démarquent à travers la fabrication et la commercialisation des biens fabriqués et made in Cameroun. Qui sont-elles? Comment le secteur privé lance le plaidoyer pour la promotion des femmes? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un projet routier vieux de 3 ans. La route Ngoumou-Ezeka n'est pas livrée malgré les fonds mis à disposition depuis 2017. Le gouvernement a été contraint de mobiliser de nouveaux financements afin de poursuivre les travaux de construction de près de 100 km de route. Un axe censé désenclaver les départements du Nyong-Ekele et celui de la Meufou et à Kono. Cependant, les populations notent que plusieurs tronçons se sont dégradés, les empêchant d'écouler leurs produits agricoles et compliquant la mobilité dans cette partie de la région du centre. C'est le constat que font Joël Niem et Donald Brice-Kamgang dans ce reportage. Voici la route Ngoumou-Télé-Makak-Ezeka, 83 km. Sur ce tronçon départemental, l'on est aux travaux d'assainissement, de déplacement des réseaux et de libération des emprises. Côté Ngoumou. Travaux de dégagement des emprises sont au PK 45. Alors que les travaux de mise en forme et d'assainissement sont au PK30. Sur le tronçon Makak-Ezeka, une quarantaine de kilomètres environ, la situation est critique avec des ruptures du trafic routier par endroits. 5 zones ont été repérées comme nécessitant des travaux d'urgence. Avant tout, c'était l'objet d'une descente du préfet du département du Nyong-Ekele et du délégué départemental des travaux publics. Nous avons donc été sur le terrain le 22. Et on a constaté que les points critiques étaient en train d'être traités. Et qu'au jour où on était là, on était à la hauteur de 80% de traitement de chaque point critique. Mais on a constaté un 5e point qui n'était pas programmé. Et ensemble, nous nous sommes entendus que ce 5e point soit pris en compte. Les autorités mettent la pression sur l'entreprise adjudicataire du marché. Le crainte, c'est que la saison pluvieuse qui pointe à l'horizon retarde la progression du chantier après l'abandon des travaux, survenu en 2018. L'histoire de cette route, vous vous rappelez qu'il y a eu des cas de détournement en 2019-2020 et même en 2018 qui doit être déjà au niveau du tribunal criminel spécial. Il était donc de mon devoir de m'assurer qu'il n'y ait pas de conflit. Qu'après tout ce que la population de laquelle veut, c'est la route, c'est pas dans les têtes pour de gagner le procès au tribunal. La route Ngoumou au Télé-Makak-Ezeka est un vieux projet attribué en 2017. Ce chantier, s'inscrivant dans le cadre du projet d'entretien de certaines routes régionales et départementales, a été abandonné par l'entreprise initiale et les fonds détournés, soit environ 400 millions de francs CFA. C'est un nouveau financement qui permet aujourd'hui de relancer le chantier, censé s'achever en milieu d'année 2021. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, l'autonomisation des femmes
est loin d'être une réalité au Cameroun. Dans une déclaration en cette semaine de promotion des droits de la femme, la Commission nationale des droits de l'homme interpelle le gouvernement sur le manque de promotion des femmes dans les sphères de développement économique, social et politique. Illustration dans le secteur économique, là où des femmes se démarquent à travers la fabrication et la commercialisation des biens made in Cameroun. Made in Cameroun exposé grâce à la commission entrepreneuriat féminin du JICAM dans l'objectif de valoriser ces femmes qui entreprennent et qui mettent en avant le savoir-faire camerounais. D'autres précisions avec Kediara dans ce reportage. À quelques jours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les femmes camerounaises entrepreneurs valorisent le Made in Cameroun à travers l'exposition de leurs talents. Vous êtes un fan de banane plantain sous toutes ses formes, mais saviez-vous que le plantain peut être consommé en vin de table, jus ou utilisé comme savon? Si l'idée vous paraît abusée, ce n'est pas le cas pour cet entrepreneur qui en fait un modèle de vie. Le plantain est tellement riche et diversifié que on pourrait écrire toute une histoire à travers le plantain. Ces produits, connus par certains, restent un mystère pour d'autres qui, par curiosité, deviennent de véritables abonnés. Produisons du vin de plantain que vous avez vu là, 100% local. Nous avons des jus de plantain, du vinaigre de plantain que vous voyez là. Le charbon dentaire, c'est le charbon actif à base de plantain. Nous avons les thés que vous voyez là, à base de fleurs de plantain. Toujours dans le champ des produits originaux qui forcent le respect de la clientèle, des saucisses faites à base de poissons d'eau douce qui commencent à faire des fidèles. Ce d'autant plus que les concepteurs de ces produits valorisent également le secteur de la pisciculture. L'idée nous est venue du fait que le secteur halieutique au Cameroun est encore un secteur primaire. Et vu aussi les difficultés que connaît le secteur piscicole, notamment la vente et la transformation des produits halieutiques, nous sommes donc dit, pourquoi ne pas valoriser ce poisson-là en saucisson de poisson? Il faut également compter sur des femmes qui font dans des jus de fruits naturels, sans conservateurs ni additifs. Des fruits utilisés également pour la fabrication des confitures que les Camerounais commencent à adopter. Le Made in Cameroun au féminin, ce n'est pas que des produits alimentaires. La décoration et le vestimentaire y occupent également une place de choix. Des vases, des sacs à main, chaussures, mais également des bikinis contextualisés, de quoi attirer les regards à la piscine ou, voyons plus grand, au bord de la plage. Après une étude du marché, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de créateur, je vais dire de production de bikini. Et il fallait y apporter une touche particulière parce que sur le marché, on a l'habitude de voir des bikinis, peut-être avec des tissus stretch et tout. Là, il nous fallait une touche à la camerounaise. C'est pour ça qu'on a pensé au tissu pagne, qui est un tissu qui a été imaginé sous toutes les formes, mais pas sous cette forme principalement. Le but premier, c'est de faire du Cameroun un pays producteur de bikinis qui pourra s'étendre à l'international. Si ces produits jouissent d'un a priori favorable chez les consommateurs, il faut dire que de grosses difficultés entachent le secteur de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, comme vous le savez très bien, on rencontre un énorme problème de packaging qui impacte sur le prix des produits, qui fait en sorte que le produit local n'est pas très compétitif par rapport aux produits qui sont importés dans notre pays. Au-delà, les moyens de production sont assez justes pour lancer une production en chaîne. Résultat des courses, les produits coûtent plus cher à l'étalage. L'accès au crédit. Nous n'avons pas assez de moyens nécessaires pour un fonds de roulement pour produire aux grandes surfaces qui nous font des demandes. Il s'agit là de difficultés qui n'empêchent pas ces dames gonflées à bloc de continuer d'investir en leurs rêves. Mon expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat a certes son lot de difficultés, mais en même temps c'est vraiment une expérience très passionnante. C'est pour leur donner un coup de pouce à la veille de la journée des droits dédiée à la femme que la commission entrepreneuriat féminin du JICAM a organisé, non loin de son siège à Bonanjo, cette exposition. Et d'autres femmes victimes d'un handicap visuel ont elles aussi bénéficié d'un soutien, cette fois-ci de la part du Haut Commissariat du Canada au Cameroun. Objectif, permettre à ces femmes aveugles de pouvoir disposer des outils nécessaires
pour se lancer dans des activités génératrices de revenus. D'autres explications avec Andine Gagnou, Cédric Ding et Mathilde Akemazou. Nicole souffre d'un handicap depuis plus de 2 ans, comme 1,5% de la population féminine camerounaise. Elle a perdu son bras droit dans des circonstances effroyables. 2 ans comme je suis tombée handicapée d'une agression. On était à 2. L'autre, ma soeur était coiffeuse, j'étais couturière. Il a voulu me fendre la tête parce que j'ai une blessure ici à la tête. C'est là que j'ai posé la main. Il a coupé plutôt la main, c'est arrivé, ça a coupé jusqu'à l'os. Passionnée de couture, elle avait fini par tirer un trait sur son avenir. N'eût été le lancement des ateliers de formation de la solidarité nationale des femmes aveugles et amies du Cameroun, SONAFAC. Quand j'ai compris que la maman s'est amenée, j'étais très contente de l'instaurer, comme elle a instrué, c'est ça qui m'a encore motivée, c'est ça qui m'a encore motivée, ça m'a enlevé dans la tête que j'avais dans la tête. Je suis très contente. Je sais qu'à la longue, je vais encore faire plus. Avec mon diplôme, ça me permet de m'asseoir bien dans les ateliers. J'ai compris que la maman s'est amenée, tous les gens qui viendront là sauront que je peux. Un projet financé par le Haut Commissariat du Canada au Cameroun et qui regroupe une 60aine de femmes reparties dans 3 villes du pays, à savoir Douala, Yaoundé et Bafang, et qui s'axe autour de plusieurs modules de formation, notamment la couture ou encore l'artisanat. Vous savez que dans la société, les PVH sont vraiment marginalisés. Ce sont des personnes oubliées. Et quand on a le privilège et l'opportunité d'être accompagné par l'ambassadeur du Canada au Cameroun, vraiment, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Un savoir-faire des femmes souffrant de handicap visuel ou physique que le Haut-Commissaire du Canada a tenu à récompenser par l'octroiement d'attestations de fin de formation. C'est un projet que nous, au Commissariat du Canada, on a financé sur une période de 2 ans. Mais c'est la première fois que je suis venu voir de quoi il s'agit en réalité. Et j'ai été très impressionné. Bon, c'est un projet pour les femmes handicapées de Yaoundé, de Douala et de Bafang. Des apprenantes comblées, pour qui, au-delà de l'aspect pratique, cette formation a su redonner confiance en elles et l'envie de relever de nouveaux défis. Le torchon brûle entre les autorités administratives et municipales dans la ville de Douala. La pomme de discorde, c'est le fonctionnement des écoles maternelles en pleine crise sanitaire. Accusé d'incompétence et sommé de réouvrir les écoles maternelles, le maire de Douala Ier dénonce l'immixtion abusive d'une certaine administration dans la relation qu'elle devrait entretenir avec les collectivités territoriales décentralisées. Pour Lengue Malapa, il dit avoir toute la légitimité de procéder à la fermeture temporaire des écoles maternelles, car il a constaté sur la base des rapports un fort taux d'absentéisme pour cause de grippe, fièvre et tout observé chez les enfants. L'objectif recherché de la fermeture temporaire des écoles était de protéger les enfants vulnérables dans ce contexte de crise sanitaire, éviter les risques de propagation du virus de la grippe et désinfecter les écoles. Contrairement aux déclarations des administrations dans la ville de Douala, le maire estime que la réglementation en vigueur lui confère les prérogatives de veiller au bon fonctionnement des écoles maternelles. À ce titre, le maire affirme que les multiples sorties des autorités administratives ne sont qu'une tempête dans un verre d'eau. Lengue Malapa va plus loin en s'interrogeant sur qui souffre d'incompétence en prenant des décisions créatrices de malaise social dans la ville de Douala. Parlons à présent de cette rigueur dans l'application des mesures barrières. S'achemine-t-on vers une rigoureuse instruction dans l'application de ces mesures barrières? Rien n'est moins sûr. Autorités administratives multiplient les rappels à l'ordre. Le gouverneur du centre insiste sur la réduction du nombre de participants aux réunions et autres manifestations publiques. Paul Nasseri Beya a profité d'une cérémonie de remise des équipements de protection au personnel de santé pour appeler la population à une prise de conscience face à la résurgence du Covid-19. Je vous invite à suivre Paul Nasseri Beya, gouverneur du centre. Nous disons que Corona existe et c'est réel. Et que cette deuxième vague
est très fort et que ça doit être ralenti par nos actions, par l'action de nous tous, pas seulement le gouvernement. Donc, les mesures barrières édictées par le gouvernement doivent être strictement observées. Donc, maintenant, il est proscrit d'avoir des réunions de plus de 50 personnes. La distanciation sociale est remise, le port de masque et le lavage de mains et l'utilisation des gels hydroalcooliques au cas où on n'est pas là où il y a l'eau courante. Donc, toutes ces mesures doivent être strictement respectées pour pouvoir donc endiguer et réduire cette propagation de cette pandémie. Restons dans la capitale Yaoundé, là où un présumé escroc est aux arrêts. C'est un Camerounais se présentant comme un naturopathe installé en Centrafrique. Il est accusé d'avoir utilisé des produits et subterfuges pour endormir son patient et lui soutirer une grosse somme d'argent. Activement recherché par Interpol, il a été interpellé grâce à l'intervention des éléments de la brigade de gendarmerie de Lonkak à Yaoundé. D'autres détails avec Joël Essengue et Gizogo. Ce Camerounais était jusqu'ici connu comme naturopathe, offrant ses services jusqu'en République centrafricaine. Désormais, il est aux arrêts pour escroquerie. Son mode opératoire, il explique, après son interpellation par les éléments de la brigade de gendarmerie de Lonkak à Yaoundé, sous la coordination du commandant de la Légion de gendarmerie du centre. Moi, étant naturopathe, j'ai administré une dose de 2 ampoules de diazépam au patient pour qu'il s'endorme. Et c'est là où j'ai pris de l'argent. Ce que j'ai fait, c'est ce que je vous dis. Je lui ai administré 2 ampoules de diazépam. Dire que je lui ai injecté un produit pour qu'il s'endorme pendant des jours, non. C'est grâce aux informations glanées auprès des voisins de la victime que le présumé escroc a pu agir. Oui, la scène s'est déroulée dans la ville de Bangui. C'est un monsieur que j'avais l'habitude de soigner. Il m'a appelé comme il avait l'habitude de m'appeler pour lui faire les soins. C'est donc une information de la part de l'un de ses voisins. Il m'a dit qu'il avait de l'argent et qu'on pouvait faire une opération pour prendre de cet argent. Nous avons fait l'opération. Nous avons pris l'argent. L'argent était 16 300 000 francs. Arrivé à Bangui en 2017, il avait fini par gagner la confiance de ce ressortissant centrafricain, ici en image, par ailleurs son patient, en éloignant de lui son compatriote qu'il a introduit auprès de ce dernier. Au sujet de la somme d'argent distraite, les deux parties sont loin de s'accorder. Le présumé escroc parle de 16 millions de francs CFA, tandis que la victime avance la somme de 40 millions de francs CFA. Ce monsieur, c'est moi qui le traitais au départ. Après, monsieur m'a appelé, je l'ai pris à la maison, il dit accompagne-moi, j'ai un patient. C'est ça que nous sommes arrivés là-bas, on a pris les médicaments, je l'ai soigné. Comme je ne parle pas arabe, ni sango, il parle bien sango et fulata. C'est comme ça que le monsieur a fait confiance à mon frère. Il ne m'appelait plus. C'est comme ça que le 19 février, le monsieur le fait appel. Il arrive chez lui, il fait un nombre de 63 000. Le monsieur paie 60 000 sur place. Il vient lâcher des injections, il vient injecter le monsieur. Le monsieur est endormi du 19 au 21, c'est vers le 21 matin. Pour mettre hors état de nuire le présumé escroc, la gendarmerie nationale, dont la brigade de Lonkak, a déployé ses fins limiers sur le terrain. C'est une criminalité transfrontalière en allant de la Centrafrique pour le Cameroun. Nous avons été saisis par les proches de la famille de la victime qui réside au Cameroun, qui avait déjà commencé les enquêtes à Bangui. Nous avons pu, à partir avoir le numéro de téléphone de la copine du suspect. Nous avons tracé le téléphone de cette copine qui a été interpellée. Elle nous a fait savoir où se trouvait le suspect, dans les encablures de Bebda. Une opération musclée montée par le commandant de brigade de gendarmerie de Lonkak permettra donc de mettre la main sur le suspect qui sera conduit ici et exploité. De plus, le concours d'Interpol a également été mis à contribution. Interpol, à partir de Bangui, le bureau Bangui était impliqué. Ils ont rappliqué au bureau régional qui se trouve ici à Yaoundé. Et par l'entremise et d'Interpol et de la famille, nous avons mis sur pied un dispositif très important de la gendarmerie, notamment le service de traçage d'appel, qui nous a donné la position
déjà de sa copine qui était le premier élément, le premier maillon sur lequel nous avons travaillé. Et à partir d'elle, nous avons pu avec exactitude localiser la position du criminel. Alors que l'auteur principal du coup de Bangui sera mis à la disposition de la justice, ses 3 autres complices, tous centrafricains, sont en cavale. Et le REDAC qui réagit à la suite de la sortie du ministère de la Défense concernant le rapport de Human Rights Watch des allégations de violation des droits de l'homme survenues il y a 1 an dans une localité située dans la région du sud-ouest. Le REDAC estime que le gouvernement doit aller plus loin en mettant sur pied une enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur les accusations et autres témoignages des populations qui estiment être victimes de violences durant un raid militaire, ce que dément l'armée camerounaise dans son communiqué. Je vous invite à suivre un extrait de l'intervention de Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Les autorités en Afrique centrale, et particulièrement au Cameroun, ont toujours commencé par nier les faits, puis de les minimiser et ou à les accepter à moitié. Le cas de Magdémé est doublé en 2014, les 2 femmes et les bébés à l'extrême nord en juillet 2018, Pigning 2019, Garbour février 2020, Maoutou 2021 et j'en passe. En fait, pour le REDAC, la sortie du gouvernement aujourd'hui face au rapport de Human Rights Watch du 26 février 2021, pour lequel le REDAC reste solidaire, rentre dans ce que nous avons déjà vécu, déjà entendu. Ce n'est qu'une enquête indépendante et impartiale qui devra, comme par le passé, rétablir la vérité. Notons pour le déplorer que les organisations de la société civile, les défenseurs des droits humains en général et en particulier les femmes défenseurs, les journalistes et les militants de la démocratie qui travaillent dans les zones en conflit payent le lourd tribut. Nous avons 2 cas de journalistes qui viennent d'être assassinés en RDC, à Goma, Henri Ngonda et John Isanga. Les femmes défenseurs déplacées internationaux se multiplient. Les représailles, on n'en parle plus. Il est temps que les défenseurs soient respectés et que leur travail soit reconnu officiellement, d'où l'urgence de l'adoption de la loi portant promotion et protection des droits des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Devant ce théâtre de mort, nourri par une impunité et la restriction de l'espace civique, y compris la diabolisation des défenseurs des droits humains et les organisations de la société civile, le REDAC appelle l'Union africaine, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui d'ailleurs va siéger bientôt, les Nations unies, d'urger le Cameroun, le Tchad, la RDC et la RCA, de mettre en place des mécanismes de lutte efficaces contre l'impunité, surtout en touchant les commanditaires. En avril 2021, se réunit la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les représentants de ces pays en guerre, surtout le Cameroun, iront devant... C'était un morceau choisi de l'intervention de la directrice exécutive du REDAC, Maximilienne Ngombe. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement fait face à une recrudescence de l'indiscipline sur les campus scolaires, notamment des cas de pornographie dans des lycées. Et le ministre de l'enseignement secondaire exhorte ses collaborateurs à être sévères dans les décisions disciplinaires à l'encontre des élèves reconnus coupables de ces actes d'indélicatesse sur les campus des lycées au Cameroun. D'autres précisions avec Gizogo. L'onde de choc de la vidéo obscène des élèves du lycée bilingue de Kribi s'étend jusqu'au cœur du ministère des enseignements secondaires. La ministre Pauline Nalova-Lyonga a en effet réuni ses collaborateurs du niveau central, dont le secrétaire d'État aux enseignements secondaires et le secrétaire général, mais également les délégués régionaux et les syndicats en visioconférence. Au bout de près de 2 heures d'échange, la ministre s'est montrée ferme à l'endroit des élèves impliqués dans les pratiques pornographiques. Pornography should be one of the biggest crimes that any child should participate in. Now I want to bring in my idea
which is that we must ban participation in any pornographic activity. No participation in social media. Social media activities, no child should take part in. If we find a child who takes part in it, then that child really wants to be dismissed. Pour le syndicat national des enseignants du secondaire, il est question d'impliquer davantage les enseignants dans la sensibilisation des élèves. Je suggère qu'on implique sérieusement les enseignants dans la sensibilisation et l'éducation des enfants par rapport à ces phénomènes-là, au risque qu'ils courent à court, à moyen et à long terme. Parce que si les enseignants sont suffisamment sensibilisés, et s'ils font le travail sur la durée, parce que les mesures que nous allons proposer sont bonnes, mais elles sont des mesures à court terme. Mais d'autres propositions ont été mises sur la table, notamment le toilettage de la lettre circulaire portant sur les sanctions applicables aux élèves qui datent de 1993 et laisse voir bien des insuffisances. Le ministère des enseignements secondaires entend aussi soulager les surveillants généraux des établissements à grands effectifs des enseignements pour qu'ils se consacrent uniquement au suivi des élèves. Autant dire que c'est le branle-bas de combat au ministère des enseignements secondaires face à la montée en puissance des scènes pornographiques dans les établissements scolaires. À quelques jours des élections pour la présidence de la Confédération africaine de football, quel est le programme du docteur Patrice Motsepe, milliardaire sud-africain et candidat à cette élection à la présidence de la CAF? Son ambition, c'est de moderniser le football africain. Il a présenté son programme en 10 points. D'autres détails avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Dans son plan de campagne pour accéder à la présidence de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe résume en 10 points clés sa vision pour le football africain de demain. Et le premier chantier pour le milliardaire sud-africain, c'est investir dans le développement et la croissance du football sur le continent. La première étape de ce vaste processus s'inscrivant sur la durée, le président de Mamelodi Sundowns se donne 9 à 12 mois pour diagnostiquer le mal réel du football dans les 54 fédérations membres de la CAF, afin de mettre en œuvre des projets de développement adaptés. Beaucoup d'entreprises au monde veulent financer le football, mais elles veulent être sûres que cet argent ne sera pas détourné par les dirigeants du foot et que l'argent servira évidemment au développement et à la croissance du football en Afrique. Dans un environnement de foot business, où les pays africains ont plus que jamais besoin des moyens financiers colossaux, Patrice Motsepe l'Africain voudrait surtout et davantage nouer des partenariats équipe-entreprise et ainsi assurer à moyen et à long terme une autonomie financière des fédérations et clubs sur le continent. Autre chose à faire, c'est de repérer les pays où l'exploitation des infrastructures pourrait générer des fonds sur la durée grâce au partenariat avec des entreprises. Dans cette rubrique développement des infrastructures, Patrice Motsepe met en avant la jeunesse, gage de la pérennité du football africain. Ainsi, il envisage promouvoir le football à la base, en dotant les écoles en terrain de foot. Le premier milliardaire noir de la nation arc-en-ciel prévoit des appuis financiers aux 6 associations sous-régionales et zonales pour organiser et accueillir des compétitions nationales jeunes de moins de 15 ans, moins de 17 ans et moins de 20 ans. Il faut augmenter les primes des compétitions, la CAN, les coupes de la CAF. En tout cas, tout ça va être restructuré d'ici 2 ans. La CAN aussi bien que la Champions League, les autres. Dans cette promotion du sport roi, le football féminin est au cœur des préoccupations de Patrice Motsepe. Il compte mener des consultations approfondies avec les parties prenantes pour une évaluation des conditions existantes et engager des réformes. Au point 7 sur l'arbitrage, Motsepe entend mettre un accent sur l'intégrité et le professionnalisme des hommes du sifflet, leur indépendance d'esprit dans la prise des décisions sur le terrain. De même annonce-t-il qu'une place de choix sera réservée à la promotion et la formation des arbitres féminins pour le haut niveau. Raison toute trouvée de parachever la mise en œuvre de l'assistance vidéo dans les compétitions seniors. Dans son programme, le candidat à la tête de la CAF entend surtout engager des réformes statutaires pour améliorer et renforcer l'efficacité administrative, managériale et opérationnelle,
et ainsi éradiquer les scandales financiers devenus monnaie courante au sein de la Confédération africaine de football et les fédérations nationales. Patrice Motsepe annonce à cet effet la création d'un groupe de travail composé de 6 présidents d'associations régionales ou zonales, le président de la CAF et ses vices, une unité de veille pour le développement stratégique du football sur le continent. Aussi, conclut Patrice Motsepe, si cet ambitieux programme est mis en œuvre, le football africain est promu à un avenir radieux. Des publi-reportages dans ce journal, Orange Cameroun lance une nouvelle plateforme digitale afin de faciliter les transactions et permettre à ses différents abonnés et clients d'obtenir des facilités sur le plan digital. D'autres précisions dans ce reportage. Toujours présente là où le besoin se fait pressant, la Fondation Orange compte faire plus. Pour permettre à tous les porteurs de projets qui la sollicitent de les déposer là où il faut, la Fondation Orange a créé une plateforme numérique accessible à tous. Il existe désormais une plateforme de dépôt des projets en ligne. Donc, pour tous ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, être accompagnés par la Fondation Orange pour la mise en œuvre de leurs projets, afin d'améliorer les conditions de vie de leur communauté ou d'un groupe d'individus vulnérables, ils peuvent saisir la Fondation Orange en déposant directement leur projet dans l'outil mis à leur disposition. Il s'agit pour nous de nous rendre plus accessibles aux porteurs de projets à travers le pays, de faciliter la traçabilité, de faciliter la gestion, n'est-ce pas, du processus de sélection de projets de bout en bout, et aussi d'améliorer la transparence de la gestion des projets reçus par la Fondation Orange Cameroun. Cette plateforme garantit à ses utilisateurs l'arrivée à bon port de leur dossier. Dorénavant, tout porteur de projet recevra automatiquement un accusé de réception au dépôt de son projet. Et par la suite, lors du traitement, il recevra aussi des alertes lui permettant de connaître à quelle étape se trouve son projet. Ce n'était pas possible quand on recevait des documents physiques. Parce que le volume de documents physiques, des fois sans adresse retour, des fois sans courriel, ne nous permettait pas d'apporter automatiquement une réponse à tous ceux qui déposaient les projets à notre niveau. Maintenant, nous avons la possibilité de le faire et le porteur de projet a la possibilité aussi de consulter le site pour savoir à quel niveau se trouve son projet. Donc, même sans contact avec nous, il peut puisqu'il crée son compte lorsqu'il dépose son projet, il peut donc accéder à ce compte-là et se renseigner sur l'étape, n'est-ce pas, à laquelle se trouve le processus de sélection de projets. La plateforme baptisée Optimi est facile d'accès. C'est une plateforme digitale, donc c'est en ligne. Il faut une connexion Internet, il faut un ordinateur ou un smartphone ou une tablette. Il faut pouvoir créer un compte, donc on le crée tout simplement avec son adresse email et en choisissant un mot de passe. Et par la suite, on suit les différentes étapes du formulaire qui est déroulé pour déposer son projet. Si vous allez sur nous contacter, sur le site de la Fondation Orange Cameroun, vous avez déposé mon projet, vous cliquez sur déposer mon projet et ça vous ouvre la plateforme pour le dépôt de votre projet. Désormais, c'est le seul moyen pour les porteurs de projets de les faire parvenir à la Fondation Orange. La plateforme ne peut enregistrer que les dossiers complets. Chaque année, la Fondation Orange finance plusieurs projets dans les domaines de l'éducation, la santé, la culture et bien d'autres. Toujours prompte à voler au secours des couches vulnérables, la Fondation Orange n'hésite pas à faire le tour du Cameroun, même dans les zones les plus enclavées, pour redonner du sourire aux populations. Ça fait 1 an qu'il a fait ses preuves dans une ferme située dans le CAM. Il s'agit du biodigesteur Home Biogaz de Green Home, un outil permettant de transformer les déchets organiques en engrais biologiques et en gaz de cuisson. Reportage. Beaucoup sont ceux qui se soucient d'avoir une traçabilité sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils consomment. C'est le cas et c'est l'occasion d'avoir dans votre plantation un biodigesteur qui non seulement va vous fournir du gaz qui va vous permettre d'avoir de l'engrais
biologique et qui vous permettra à la fin d'avoir des produits qui seront bio. Et c'est l'occasion dans notre ferme, avec notre jus que nous prenons, que nous produisons, avec des engrais qui sortent de notre biodigesteur. Nous arrivons à faire ce jus que vous voyez là, qui est 100% naturel. Bonjour, moi c'est Nyamsi Nestor, je suis producteur d'ananas et ici je suis responsable de plantation. Nous faisons dans la production essentiellement d'ananas et plus particulièrement dans l'ananas biologique. My name is Daniel Ngang. Aga. Nous nous réveillons le matin, nous nous dirigeons dans les porcheries. Nous recueillons 10 kilos environ de déchets de porc, des excréments de porc. Lorsque nous revenons vers le biogaz, nous chargeons, nous faisons un mélange avec de l'eau. Notre engrais qui provient du biogaz contient non seulement de l'azote, du potassium, du magnésium, du phosphore et beaucoup d'autres éléments fertilisants. D'ailleurs, lorsque nous utilisons ça sur la plante, on ne se doute de rien du tout parce que la plante se comporte bien, croissance, photosynthèse et tout y consomme. Bref, le biostimulant, le biofertilisant est très bien. Nous vous invitons donc à avoir dans votre champ, c'est pas très coûteux. Et l'investissement est rentable, hein, parce que si vous voulez compter seulement la quantité d'engrais que vous allez acheter par an et du gaz que vous achetez, un biodigesteur installé à un coin de votre ferme vous permet de faire le cycle et de faire beaucoup d'économies et d'avoir à la fin un produit exempt de tout pesticide. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités en direct de Yaoundé pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir, en direct de la cité capitale, Yaoundé. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Cho Walter, c'est Marcel Olivier Ndi et Jean-Patient Tchala. Jean-Patient Tchala, l'actualité nous impose encore, on parle de décentralisation, mais ce qui se passe, une fois de plus, je l'ai évoqué hier, on a vu ce qui s'est passé à Fumban, on a vu ce qui s'est passé en Djombe Pendja, Fumban, entre le maire de la ville et le préfet du Noun, Djombe Pendja, le maire de la ville et le préfet du Mongo. Voilà que le littoral nous sert toujours le maire de l'arrondissement de Douala 1er contre le préfet du Vouri. Une histoire de fermeture d'école en temps Covid. Le maire fait des constats dans lesquels il y a des enfants qui présentent des grippes et tout ça. Il a pris une mesure conservatoire, désinfecter les 7 écoles maternelles communales pendant une semaine. D'accord, mais si je veux bien comprendre la posture du préfet, je pourrais la justifier avec l'espoir que ceux qui m'écoutent bien. Parce que tout à l'heure, quand je parle, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas très bien ce que je dis. Le préfet, comprenez, réagit après la sortie du gouvernement. Il faut d'abord le dire. Sa note intervient après la conférence de presse. Oui, du 1er mars. Du 1er mars, donc le 2 mars. Ça veut dire qu'il attendait peut-être que le gouvernement dise quelles sont les mesures qui entrent en scène du moment où il y a cette résurgence des cas de Covid-19. Et le gouvernement n'a jamais dit de fermer une quelconque école, communale ou pas. Et évidemment, le préfet doit entrer dans son rôle, jouer son rôle, j'allais dire, et demander à monsieur le maire, lui rappeler que vous n'avez pas
compétences pour fermer les écoles, parce que la question Covid-19 se gère sur le plan global, avec le gouvernement. Il y a toute une synergie gouvernementale en matière de gestion de la Covid-19, soit. Maintenant, il y a un autre aspect que vous posez avec raison, c'est celui de la décentralisation. C'est une vieille affaire depuis que le texte que vous connaissez est disponible, sur les collectivités territoriales. 24 décembre 2019. Oui, c'est-à-dire que le rôle joué par les autorités administratives aux côtés des collectivités territoriales décentralisées. Un véritable problème. On a dit qu'à chaque fois, les préfets, sous-préfets et gouverneurs ont la possibilité d'exercer le tour de vis sur ce que pourrait proposer soit un maire, soit un conseiller régional, je ne sais pas quoi, ou un président. Ils n'inventent pas, c'est prévu par les textes. Hein. Exactement, prévu par les textes. Voilà pourquoi à un moment, on a, le législateur on a légèrement dénoncé cette affaire, mais en même temps, malheureusement, là je parle en journaliste, en même temps, il faut bien que le pouvoir central, malheureusement, ait quand même un droit de... quand même un droit de regard sur ce qui se fait dans le pays. Parce que décentralisation ne veut pas dire que les régions deviennent des régions hors la loi. Vous comprenez? Ou bien des régions qui n'ont rien à voir avec Yaoundé, l'État central. Donc peut-être qu'avec le temps, vous savez que les textes de loi se revigorent, s'amendent au fil des années. Regardez l'État américain, là qu'on suit à combien d'amendements, des milliers d'amendements. Peut-être qu'on changera cela dans un avenir proche ou lointain, mais pour le moment, en termes d'indiscipline ou de discipline dans l'exécution de la décentralisation, le gouvernement estime que ce point, cet article, a encore toute sa place parce qu'il faut que, d'ailleurs, rappelez-vous que les conseils régionaux n'ont pas une certaine marge de manœuvre en matière de sécurité, en matière de grands projets. Il faut toujours quand même que le gouvernement central et les autorités administratives aient ce droit de regard. Le problème n'est pas réglé malheureusement et nous expose à ces conflits qui vont se démultiplier entre les préfets, les maires. Vraiment, ça va aller dans tous les sens. Je proposerai peut-être au gouvernement ou alors au président de la République surtout de revoir un peu ces points parce que je vous garantis que dans les 5 années à venir, ce ne seront pas les premières affaires, ni les dernières, il y en aura pléthore. Et ce ne sera pas uniquement à Douala ou à Yaoundé, ce sera partout dans la République. Et ce ne sera pas uniquement entre les maires et les préfets, mais également entre les préfets, les gouverneurs et le conseil régional. Hein, vous voyez, donc c'est un problème assez sérieux. Maintenant, je reviens sur la communication, parce que l'ayant dit, il faut bien que les citoyens nous comprennent, et comprennent aussi les textes, et comprennent la peine de bien leur expliquer les textes. Voilà pourquoi, sur le plan de l'influence, j'expliquais quel est le rôle des gouverneurs, et pourquoi ils ont peut-être raison d'être là. Ça peut s'expliquer, ça peut se justifier. C'est la même chose quand je parlais d'un soutien. J'ai utilisé le mot soutien. Soutien ne veut pas dire financement. Soutenir ne veut pas dire avoir financé forcément. Non, je n'ai pas parlé de financement. Quand on vous met en vitrine, en visibilité, on envoie une délégation du gouvernement vous rencontrer, vous, Monseigneur Cléda, on vous reçoit au Premier ministère, ça ne subodore pas que vous avez eu de l'argent, mais au moins ça signifie que sur le plan de la crédibilité, c'est qu'on n'a pas fait avec les autres. C'est qu'on n'a pas fait avec les autres. Sur le plan de la crédibilité, on vous prend au sérieux. Est-ce parce que vous êtes de l'Église catholique? Je ne sais pas, mais au moins on vous a pris au sérieux. Nous demandons que les autres également soient pris au sérieux et qu'à la fin, tout le monde soit financé. Voilà pourquoi je parlais du protocole, d'introduire dans le protocole de prise en charge des malades de Covid-19 des éléments qui viennent des solutions oui, on va d'abord rester avec Douala Premier. Mephisto dit, cette situation, le maire Lengue Malapa dit qu'il a agi en toute légitimité. Il a pris des notes de service par rapport aux prérogatives que lui confère la loi. Il a cité l'article 75, l'article 161, l'article 223. C'est-à-dire que les maires gèrent les écoles maternelles, périscolaires et autres. Et là, c'est le patrimoine. Il insiste sur le terme patrimoine de la commune d'arrondissement de Douala-Premier. C'est des écoles maternelles communales de Douala-Premier. Tout à fait, je ne répondrai pas au miasme des incompréhensions des pages déjà tournées, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent absolument... Et vous êtes en train de répondre. Je voudrais dire que il faut qu'on soit clair dans la situation qui se passe à Douala, Premier. Est-ce que le maire a mal agi? Il y a des cas Covid. Non, on va s'appuyer sur des textes pour analyser le comportement des uns et des autres. Le maire s'appuie sur l'article 75 et l'article 161. Dans l'article 161,
on a clairement indiqué les différentes compétences qui sont transférées. Parmi ces différentes compétences, on parle de la gestion des écoles. Et lorsqu'on parle de gestion, ça donne quand même une marge de manœuvre au maire. Je dis bien, la gestion lui donne une marge de manœuvre. Si la gestion limite déjà une marge de manœuvre, on n'est plus dans la gestion, on est dans le suivi. Voilà. Donc, sur ce plan, le maire a pleinement raison de décider de fermer une école. Et autre chose, je ne suis pas juriste, mais le b.a.-ba du droit stipule, c'est clairement que une autorité administrative ne peut pas prendre sur elle de rapporter un acte administratif dont il n'est pas l'auteur. Le maire ne peut donc, le préfet ne peut donc pas rapporter. C'est-à-dire que si on veut être terre à terre, le préfet ne peut donc pas décider de rapporter une décision que lui n'a pas. Donc à partir de ces deux éléments, l'article 161, dans le mot gestion qui est introduit, et de l'autre côté, ça donne autorisation à rapporter un acte dont il n'est pas. À partir de ces deux éléments-là, on peut clairement dire que le maire a raison. Ça pose encore un autre problème, comme l'a dit JPT tout à l'heure, un problème de décentralisation. Et c'est là où je voudrais dire qu'il faut que le gouvernement fasse preuve de responsabilité et de respect des lois. Parce que nous avons l'impression que notre gouvernement a un grand problème avec les lois. Tous les problèmes qui se passent dans ce pays sont liés au non-respect des lois. Si vous lisez la loi de 2004 sur l'urbanisme, elle indique clairement que l'État est géré en coaction entre les collectivités territoriales décentralisées et le gouvernement dans ses différents démembrements. Et les deux entretiennent des rapports de collaboration et non des rapports d'autorité. Or, quand vous regardez, vous avez l'impression que l'administration, ici représentée par les différents démembrements du gouvernement, a envie de dominer, agir comme l'autorité sur les collectivités territoriales décentralisées, chose qui n'est pas vraie. C'est une hérésie. Il faut que le gouvernement, l'administration apprennent un peu à accepter que certaines compétences, on parle bien de certaines compétences, sont déjà transférées aux collectivités territoriales décentralisées. La décentralisation a été mise sur pied. Pourquoi? C'est pour rapprocher les administrés des administrateurs. Et c'est pour promouvoir le développement. Or, si l'administration centrale, certains diraient par exemple le régime jacobin de Yaoundé, piétine systématiquement les textes sur la décentralisation, alors les collectivités territoriales décentralisées ne peuvent pas promouvoir le développement comme cela est prévu. Et donc je dis que ce qui se passe, pour terminer, ce qui se passe à Douala est une honte. C'est une honte pour notre pays que des individus, sous le seul prétexte qu'ils ont le pouvoir administratif et qu'ils ont derrière eux les autorités policières, parce qu'il faut dire que la police, les policiers sont des fonctionnaires et forcément il y a une certaine proximité entre le fonctionnaire, entre les deux fonctionnaires, et sur ce point là on voit que s'il y a un conflit entre l'autorité administrative et l'autorité des collectivités territoriales décentralisées, la police va se ranger derrière et tout de suite là l'autorité le maire sera piétiné, chose qui n'est pas normale. Ce n'est pas normal. Il faut quand même que les gens fassent preuve de responsabilité. Voilà, Thio Walters, quelle est votre appréciation à vous, à ce qui se joue, on va le dire comme ça, parce qu'on est sûr que c'est loin d'être terminé, hein, parce que le maire Lengue a sorti il a fait une sortie aujourd'hui encore. Est-ce que le préfet va se... Quelle est déjà votre appréciation, ce qui se passe à Douala? I have two regards. The first regard is that since decentralization has failed, these are the consequences of a monarchy. The problem is this. If we remain in a unitary state... Vous dites que ça a échoué, ça a déjà été mis en place entièrement? Non. We had 36 vous avez déjà dit que ça a échoué. Ça a échoué. It has failed because we had 36 decrees that were to be signed to transfer human resource competence and financial competence to local collectivities. But 6 decrees have been signed and 26 have not been signed. Do you know that, Sesha, that the Minister of Finance appoints employees in councils
which was supposed to be the role of the Ministry of Decentralization and Local Development. Those are conflicts of competence that my co-panelists have just said here. So far as we continue to remain in a unitary state, where the power is from a monarchy, we will continue to have people who represent the head of state that imposes powers on local collectivities. Non, nous ne sommes pas dans une monarchie. Hein? Faut pas... When I say a monarchy, it means that one person decides and he represents, he is represented by his administrators. Oui. I will take example. When you have Saint Michel de Liège, they have 60,000 inhabitants. It's the least federated state in the world with 14 paroisses, which means that the 14 states. The highest federated country in the world is India with 1,300,000 inhabitants. Nigeria here do not have governors, duos, and senior duos, but there's no conflict between the mayor and the divisional officer. So that's my first regard. The second regard is that we should pass to a federated state, because so far as 26 decrees have not been signed to pass to effectively implement decentralization, we'll continue to witness a conflict between the DO and the mayor. Because when you look at the recent regional councils, you discover that the governor is a superior to the president of the council or the regional assembly in Northwest and the Southwest. I'm taking it globally. That is in a general manner. I don't want to go into specificity like my co-panelists because they're into secondary problems. But me, I'm taking it globally that in Cameroon, we have a model. We have a unitary decentralized state that was formed and fabricated by President Paul Biya in 1984, 4th of February, that we have moved from the United Republic to La République du Cameroon, where Amber Boys are using the Northwest and the South, which are all the provinces of Cameroon. To end, I have just one thing to tell you. As an expert in that decentralization field, I will tell you that a unitary state will always make a DO to have power over the mayor, and a federated state will not make the DO to have power over the mayor. Take any country like cited, it will be the same. Ok. Voilà, Jean-Patient Tiala, on constate, je le disais, on est loin d'être sorti de l'auberge dans cette situation. Vous disiez en première partie que les écoles sont restées fermées. Oui, c'est un sujet, ma foi, très délicat. Oui. Vous comprenez? C'est même un sujet très sérieux. Parce qu'à la fin, ça risque de dégénérer complètement. Donc il faut une intervention rapide. Parce que les deux parties s'appuient sur les articles du Code général. Oui, justement. Le préfet s'appuie sur le point 9, le maire Lenguer s'appuie sur les articles. Je vous ai parlé. Donc personne ne veut lâcher. Personne ne veut lâcher. Ça peut se régler dans les couloirs politiques, autrement, d'une autre manière, dans des négociations de couloirs. Ça pourrait peut-être se régler parce qu'on sait comment le régime fonctionne, comment ça pourrait fonctionner. Mais en fait, il y a un problème sérieux. Parce que même ceux qui ont la même, désolé de la tautologie, la même couleur politique, risquent demain s'affronter violemment. Il n'y aura plus une histoire de « je suis maire RDPC et toi, préfet, tu favorises ». Non, ça risque de finir très mal. Donc il faut régler ce problème, tout en indiquant que le gouvernement craint que des gens créent des États dans l'État. Voilà aussi le problème. Il ne faut pas créer des États dans l'État. Peut-être rejoindre Joe Walters qui parlait de du fédéralisme. Mais quand on voit comment ça se passe aux États-Unis d'Amérique, vous remarquez que le maire gère la police. Voilà. Pas la police municipale, je dis bien la police avec le chef de la police. Vous comprenez? Parce qu'on est là dans des États fédérés. Un gouverneur aux États-Unis peut décider de fermer les écoles. Hein, et l'État central à Washington ne dit rien. Vous avez vu pendant la Covid, il y a même le gouverneur du Texas, ils disent qu'on n'est pas là. Mais on est Texas dit il n'y a plus de port de masque. Nous ne sommes donc pas dans la même configuration avec la décentralisation. Voilà, il y a un problème. Il ne faut donc pas que les gens confondent le fédéralisme à la décentralisation. Et surtout celle camerounaise, vu le code, qui ne permet pas à ce que le maire, vous aurez beau dire ici que le maire a raison, moi je ne suis pas un juge, pour dire que telle a raison ou telle a... Non, ce n'est pas mon rôle. Vous aurez beau dire qu'il a raison, mais écoutez, le code vous dira autre chose, que les autorités administratives doivent intervenir. Et que la question de Covid-19, je l'ai dit. Non, l'article 161, le maire gère. Je vous parle de gestion des écoles maternelles. Je vous parle de politique, qui va souvent au-delà des textes. Je vous ai dit que sur le plan des couloirs, des négociations peuvent se faire. Assurément. Vous comprenez? Et vous serez surpris que des semaines plus tard, le maire ait changé de posture. Vous serez étonné que mais ce n'est pas ce maire, il y a un mois, qui disait que vraiment il tempêtait. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous comprenez? Il y a certes la loi, mais il y a la politique.
Vous comprenez? Et s'il y a la politique, ça veut dire qu'on peut régler le problème de plusieurs manières. Mais ce que nous, on veut voir, c'est-à-dire que je parle peut-être pas au nom de tout le monde, c'est qu'on voudrait ne plus vivre ce genre d'altercation. Ça doit donc se régler sur le plan physique. Comment? Ah, peut-être en toilettant le texte en lui-même, le code, qui, ma foi, a été très apprécié à son arrivée. Donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui on soit en train de se trémousser dessus, régler le problème. Mais je pense que le chef de l'État, c'est lui que je préfère soit interpellé. Le président de la République doit chercher à avoir clair dans cette situation. Parce qu'on parle de Douala Premier aujourd'hui, ce sera à Yaoundé, on a vu même des cas à Yaoundé, ce sera aussi ailleurs. Et ça peut finir par des déflagrations sociologiques qui n'auront rien à voir avec la politique politicienne. C'est-à-dire, des gens vont prendre des attitudes bizarres. On a même dans ce pays des départements qui sont gérés par des chefs traditionnels, qui sont des petits rois là-bas. Vous allez gérer ça comment là-bas? Il y a le maire, il y a le préfet, il y a le roi traditionnel qui est là, qui est dans une sorte d'état dans l'état. Donc c'est aussi des problèmes qui se posent. Donc c'est pour ça que je voulais dire que c'est une situation très sérieuse. Elle a l'air anodine, mais elle est très sérieuse pour la suite. Ok, voilà, on termine, Mephisto. Oui, 30 secondes, le temps oui, par la gorge. Oui, je suis un peu gêné de suivre ce que mon copanéliste JPT vient de dire, qu'il faut que si on ne trouve pas un compromis et puis que le politique prenne... Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a un tribunal administratif. Quand deux autorités administratives ne s'entendent pas, alors celle qui se sent lésée va s'ébranler dans le tribunal administratif. Maintenant, si vous appelez le politique à régler le problème de droit... Je ne vais pas appeler le politique, mais je verrai comment ça... Si vous conseillez que le politique... Bon, ok, retirez donc le politique... Bon, retirez donc ce qui pourrait arriver. Non, si ça arrive, c'est que c'est pas la posture partisane. Si ça arrive, c'est que... Je n'ai pas la posture partisane. Je parle... Mais j'ai non, j'ai pas. Non, bon, ok, parlez. Oui, mais je peux parler, vous savez, je peux parler. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas la posture partisane non plus. Vous comprenez? Je parle en journaliste. Je fais des analyses. Et je ne sais pas pourquoi M. Ndi veut à tout prix démontrer que c'est des prises de position. Ce ne sont pas des opinions. Ok. Ce ne sont pas des opinions, monsieur. Merci. On permet de Olivier de terminer. Si me donne encore la parole, je vais la répondre. Quand les téléspectateurs entendent que lorsque entre deux administrateurs... Qu'est-ce que vous entendez? Entre deux administrateurs... Je dis quand les téléspectateurs suivent vous entendez quoi? Entre deux administrateurs, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, il faut que le politique vienne. Ça veut dire que il est en train dans ce schéma-là, il est en train de proposer que... Merci. Je ne suis pas en train de... On va permettre 30 secondes, on va repartir à Douala, 30 secondes pour sortir. Yes, to end the program. Yes, I want to say that the government should... que le gouvernement, il faut concasser le pouvoir. Et les bêtis qui ne veulent pas quitter le palais, laissez le palais à ceux qui sont compétents pour venir au palais résoudre le problème. Non, on va pas... Non, je vous en prie, il faut retirer ce terme. On n'est pas là pour stigmatiser une ethnie, je vous en prie. Ok. Donc voilà, merci. Merci Tengue Walter for coming. Merci à vous Mephisto. Merci JPT. Vous avez Yaoundé, nous sommes là, hein, voilà. Voilà, merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain pour la dernière Equinox Soir Yaoundé. Bonsoir, Colbessin. J'espère.